Bonjour et bienvenue sur What the Fan Experience. Dans ce podcast, nous nous interrogeons sur les différents liens entre sport et culture et comment les clubs et équipes créent leurs liens avec leurs fans. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Vandamme, directeur partenariat, marketing et communication de l'équipe de voile TR Racing. Nous avons échangé sur la culture de la voile, l'importance de ses partenaires et le challenge qu'est le fait de garder un lien avec ses fans, que ce soit pendant les longs mois de préparation à terre ou les courses en mer. Bonne écoute! Bonjour Sébastien et bienvenue dans What the Fan Experience. Pour commencer cet épisode, je vais poser la question un peu traditionnelle. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Sébastien Mondam, j'ai 41 ans. Je suis aujourd'hui en charge au sein de l'écurie TR Racing de l'ensemble des questions marketing. On aura l'occasion d'en parler, mais ça englobe les partenariats, le marketing de l'équipe, du bâtiment. J'ai travaillé pendant 8 ans à la Ligue de football professionnel, où à la fin de ces 8 ans, j'étais directeur commercial. Et puis auparavant, j'ai travaillé dans pas mal de structures différentes, des agences comme Avast Sport et comme Sport 5, des annonceurs comme Groupama. J'ai travaillé chez Mécénat Chirurgie Cardiaque aussi. Voilà. J'ai rejoint l'équipe TR Racing il y a maintenant un an. Et est-ce que vous pouvez nous présenter du coup la structure TR Racing? Alors TR Racing, c'est une écurie de course au large qui a été créée il y a quelques années par Thomas Ruyant, qui est donc un marin expérimenté puisqu'il prépare son troisième Vendée Globe. Et cette écurie, elle a été créée par Thomas Ruyant et donc Alexandre Fayol, qui est le fondateur d'Advance. Advance, c'est un des leaders européens de la cybersécurité. Et Mhm. en fait, à l'occasion d'une rencontre au moment du départ du Vendée Globe 2016, Thomas et Alexandre ont créé TR Racing pour accompagner les projets sportifs de Thomas. Il s'avère que depuis 2 ans, l'activité de terrassing a beaucoup évolué et a beaucoup accéléré aussi, grâce au soutien d'Advance, entre autres. Mais en fait, il y a 2 ans de ça, Thomas décide de se faire construire un nouveau bateau, un peu plus de 2 ans, maintenant 3 ans. Et il trouve que son bateau qu'il avait était quand même encore très performant et qu'il avait envie, d'une manière ou d'une autre, de le garder. Et donc, en 2012, l'équipe décide de garder l'ancien bateau et de conserver le nouveau, et de créer une écurie, en fait, avec un deuxième skipper qui viendrait profiter de ce premier bateau, aider au développement du deuxième bateau, et puis permettre de mutualiser des entraînements, des analyses de performance, des analyses de data. Et du coup, l'année dernière, Sam Goodchild, qui est un marin anglo-saxon, a rejoint l'équipe pour prendre la barre du premier bateau. On est donc une écurie de course au large qui construisons et mettons en place des projets de course au large. Nos deux bateaux vont prendre le départ du prochain Vendée Globe. Une petite particularité, c'est que les deux bateaux portent le même nom. Ils portent le nom Vulnérable, qui est le nom d'une campagne lancée par Advance et par la fondation Advance for People and Planet, euh, autour de la raison d'être de l'entreprise. La particularité de l'équipe aussi, c'est qu'on a construit un bâtiment à Lorient qui nous permet aujourd'hui d'avoir des bureaux qui soient extrêmement modernes, ambitieux, adaptés à l'objectif de performance de l'équipe. On y fait aussi de la location. On a créé un espace d'innovation collaborative où on regroupe des acteurs de la tech et du maritime qui viennent travailler ensemble pour contribuer au développement d'innovation. Et on a un dernier étage dans lequel on a toute une activité séminaire, événementiel, accompagnement d'entreprise. Euh, voilà, donc on est une écurie dans laquelle on prépare des bateaux pour des courses au large, mais on a aussi une autre activité et on essaye de développer d'autres activités. Et du coup, donc, est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots son esprit, sa racine, on va dire? Ouais, l'objectif de TR Racing aujourd'hui, c'est d'être performant, mais c'est une performance qu'on envisage pour les autres. C'est-à-dire que la performance pour la performance, à l'image de ce que fait Advance avec son modèle d'entreprise, ça n'a pas de sens. Par contre, la performance partagée, ça, c'est quelque chose qu'on cherche. Donc, nous, notre objectif, c'est d'être performant technologiquement. On a aujourd'hui un bureau d'études, des ingénieurs qui sont soutenus par Advance et qui travaillent pour développer donc la performance technologique de l'entreprise. On met cette performance technologique au service de la performance sportive. L'objectif, c'est que nos bateaux gagnent des courses. Et
que cette performance sportive, elle serve une performance environnementale et sociétale. On cherche à avoir de l'impact et à se dire que nos victoires, elles doivent permettre de générer de l'impact pour des acteurs qu'on accompagne. On a soutenu pendant quelques années le programme Link Out qui était mené par Entourage, par l'association Entourage. Aujourd'hui, on porte les couleurs d'Entourage, de Team for the Planet, de l'Institut Curie, de tous les gens qui rejoignent la campagne Vulnérable. C'est quelque chose qui a été lancé à l'occasion du dernier Vendée Globe. Et Thomas Ruyant et Alexandre Fayolle avaient choisi de donner le naming du bateau. Donc le bateau s'appelait pas Advance comme il aurait pu s'appeler, mais il s'appelait Link Out à cet acteur de l'économie sociale et solidaire pour l'aider à profiter de cette exposition et de la puissance mobilisatrice et fédératrice du sport pour se développer, pour avoir un impact pour les autres. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est cette quête de la performance, mais de la performance avec un sens, avec un but et avec une vision. Ok, donc c'est vraiment pas juste la grande performance sportive, mais vraiment avoir un impact global sur la société, c'est ça? Bah exactement, à notre niveau, en tout cas, se servir de la performance qu'on va générer sportivement et technologiquement pour, euh, pour accompagner des gens qui en ont besoin et que ça peut mettre en lumière et que ça peut aider. Et donc maintenant, on va passer un peu à l'équipe en elle-même. Donc, comment elle se compose? Alors, l'équipe aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes. On a différents métiers, hein, puisque, comme je l'ai dit, on construit et on prépare des bateaux de course au large. Donc, on a des techniciens en charge du composite, en charge du gréement, en charge de la préparation générale. On a évidemment les skippers. Et puis, on a des gens en charge des voiles aussi. On a des boats capitaines qui sont en charge de suivre la vie des bateaux et d'accompagner la performance des bateaux. Euh, on a toute une équipe en charge de la performance et de la data. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez développé et qui est un point très important pour nous. Des gens qui analysent la performance, qui analysent toute la data qui sort des bateaux. Aujourd'hui, les bateaux, il y a plus d'une centaine de capteurs dans les bateaux qui nous renvoient de la data continuellement pour comprendre jusqu'où on peut aller dans cette performance. Et puis ensuite, on a des équipes en charge de la logistique parce qu'une équipe de 30 personnes sur une course autour du monde, c'est un peu d'organisation. On a des métiers autour du partenariat. Après les métiers classiques d'une entreprise. En fait, on est une PME d'une trentaine de personnes euh, avec cette particularité donc de s'occuper de bateaux de course au large. Ma prochaine question, c'est pour vous, la course au voile, c'est un sport collectif ou individuel? Euh, bah, c'est vraiment un sport collectif parce que aujourd'hui, pour que Thomas et Sam, donc qui sont nos deux skippers, puissent performer en solitaire sur leur bateau, il y a énormément d'heures de travail, de préparation, euh, de l'ensemble des experts internes, parce qu'on a vraiment, nous, des experts à chaque poste, et ils ne pourraient pas aujourd'hui avoir le niveau de performance, de préparation et d'ambition qu'ils ont s'ils étaient seuls. Donc, c'est vraiment un sport collectif, d'autant plus que nous, on a choisi que les deux bateaux qu'on a dans l'équipe, même s'ils sont concurrents une fois la ligne de départ passée, eh ben, ils partagent tout. Ils partagent toutes les données de leur entraînement, ils partagent toutes leurs réussites, ils partagent toutes leurs informations techniques. Donc, nous, on est vraiment euh, dans cette quête de la mutualisation, de la mise en commun, du partage. Donc, je pense déjà de base que la voile est quand même un sport très collectif, mais là, on a poussé le collectif encore un peu loin. Ok. Aussi dans votre vocabulaire, donc il y a beaucoup de mots qui sont partagés avec les écuries de F1. Et Ouais. du coup, pour vous, c'est quoi les parallèles entre les deux sports, la voile et la Formule 1? Aujourd'hui, alors nous, on court dans une catégorie qui est les IMOCA, qui est la catégorie qui sera au départ du Vendée Globe, qui sont des bateaux dans lesquels il y a beaucoup d'innovation. On travaille beaucoup sur la recherche, les formes de carène, les foils, l'électronique embarquée. Il y a énormément de développement et d'innovation. Donc, je pense que le premier parallèle, il est sur cette quête d'innovation et de performance. Évidemment, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes moyens, mais le principal point commun, c'est ça, c'est cette quête de la performance et de l'innovation. C'est le fait aussi qu'une fois la ligne de départ franchie, en Formule 1, ils sont tout seuls derrière leur volant
Thomas Ruyant et Sam Gutschall, une fois la ligne de départ du Vendée Globe franchie, ils seront tout seuls à la barre de leur bateau. Et donc, il y a cet équilibre à trouver entre la quête de la performance et l'adaptation de la machine au marin ou l'adaptation de la voiture au pilote. Voilà. Ce qui fait que aujourd'hui, les deux bateaux n'ont pas forcément les mêmes cockpits, Thomas et Sam n'ont pas forcément les mêmes attentes sur la vie à bord, sur le fonctionnement, sur la gestion de leur voile, sur ce genre de choses. Donc, il y a énormément de travail en commun, il y a énormément d'innovation, mais il y a aussi un gros travail, il y a un gros enjeu d'adaptation euh, au pilote. Voilà. Et un autre des points communs, c'est aussi ce côté effectivement pilote où les deux skippers sont des pilotes un peu à la manière des pilotes de Formule 1. Super. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le podcast. Donc déjà, pour vous, la fan expérience, c'est quoi? La fan expérience, c'est quoi? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes qui répondront à cette question-là. Je pense que ma vision aujourd'hui dans la voile de la fan expérience, c'est tout le lien qu'on va réussir à créer et finalement un peu toute l'intimité qu'on va créer avec les gens qui sont proches ou qui souhaitent être proches du projet. Et en fait, ce lien, il peut avoir des centaines de formes différentes, il peut avoir des dizaines de façons de vivre différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette fan expérience, c'est que celle que j'ai pu connaître dans le foot il y a quelques temps n'est pas du tout celle qui est dans la voile. Mais d'ailleurs, si on voulait vraiment se poser la question et aller plus loin dans la réflexion, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'un fan aujourd'hui? Euh, parce que fan de voile aujourd'hui, il y en a peut-être moins que sur certains autres sports. Par contre, des intéressés voile, il y en a énormément. Donc, donc aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est au maximum de pouvoir travailler cette fan expérience à travers de la proximité qu'on peut créer, à travers du partage d'informations. Enfin, il y a plein de solutions, mais pour moi, en tout cas, la fan expérience, c'est le lien que va avoir le fan ou celui qui veut s'intéresser à la question euh, par rapport à un skipper, un marin ou une entité sportive. Voilà. Comment vous décririez vos fans? Il y a plusieurs niveaux de fans. C'est un peu ce que je disais juste avant. Il y a ce qu'on va appeler les core fans, pardon pour l'anglicisme, mais qui sont des gens qui vont se réveiller toutes les heures la nuit pour regarder la mise à jour de la cartographie, qui vont être extrêmement au courant de toutes les vidéos, tous les contenus, tous les communiqués de presse qu'on aura postés. Euh, Ça, c'est des gens qui sont extrêmement fans, extrêmement passionnés. C'est des gens qui s'intéressent à justement tous ces côtés innovation, mutualisation, et qui s'intéressent en profondeur au projet, qui sont pas uniquement intéressés par le résultat sportif, mais qui sont sensibles à l'ADN du projet, à son engagement, à ses valeurs, qui vont être particulièrement sensibles aux partenaires du projet, aux causes qu'il soutient. Ça, c'est vraiment les fans les plus proches. Après, la voile a une particularité, c'est que c'est un sport qui intéresse beaucoup et qui fascine beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens aussi qu'on va toucher un peu plus indirectement, mais qui sont passionnés par peut-être un peu moins ces notions d'innovation, mais un peu plus d'aventure, un peu plus de bah voilà, ils vont faire un tour du monde tout seul en solitaire. Oui, tout seul en solitaire, c'est la même chose. Ils vont faire un tour du monde en solitaire sur des bateaux qui sont immenses et c'est des gens qui ne seront pas forcément fans, mais qui par contre vont, pendant les 70, 75 ou 80 jours du Vendée Globe, se passionner. Et puis, ils vont mettre un peu en sommeil leur passion, parce que on a une particularité aussi, à la différence du foot ou de la Formule 1, on n'a pas des actualités tous les week-ends. Cette année, on est en année de préparation du Vendée Globe. On a trois, deux périodes de course, hormis le Vendée Globe dans l'année, d'une dizaine de jours chacune, et c'est tout. Et le reste du temps, on a les bateaux en chantier qu'on prépare et qu'on développe. Donc, c'est pas évident pour un fan non spécialiste de suivre pendant ces périodes-là, mais on a des gens qui reviennent régulièrement et qui suivent régulièrement. On a des gens qui sont arrivés aussi via la gamification. On voit que Virtual Regatta a fait énormément pour le développement de courses comme le Vendée Globe aussi. Euh, et puis, on a
Après, comme dans toute entreprise, hein, comme dans tout ayant droit, vous avez des gens qui sont pas fans, mais intéressés, particulièrement sensibles au projet et qui suivent ce projet de près. Donc, c'est assez compliqué de définir aujourd'hui la typologie du fan de terracing parce que euh, on n'a pas forcément d'études sur le sujet, euh, mais on sait en tout cas qu'on a cette particularité d'avoir un sport qui, alors ça peut paraître un petit peu cliché, mais qui dégage beaucoup d'émotions, de passion et qui repose sur des valeurs qui sont assez fortes et qui parlent aux gens. Donc les gens, quand ils sont en contact avec nous ou avec nos projets, ben, ils sont assez vite sensibles. On a globalement un sport qui dégage assez peu de... Les gens sont assez peu neutres par rapport à la voile. Comment vous faites pour nouer des relations avec eux? Parce que comme vous l'avez dit, il y a très peu de périodes de course. Donc au final, les gens et les supporters, ils ont peu de chances en fin de compte d'être en contact, on va dire, direct, plus ou moins avec les skippers. Donc comment vous faites pour les fidéliser, pour les garder, on va dire, dans le giron TR Racing? Bah, il y a plusieurs outils, hein, mais là-dessus, on s'appuie aussi sur ce que font d'autres structures sportives. Mais les clubs de foot, il y a beau avoir des matchs tous les week-ends, vous avez à disposition du contenu toute la semaine aussi. Et donc, bah, on essaye, nous, de cette façon-là aussi, bah, de créer un peu d'actualité en dehors de l'actualité uniquement des courses. On a cette particularité aussi d'avoir ces temps de chantier sur lesquels il y a énormément de choses à raconter. On peut aussi aller partager avec nos fans bah, la vie du chantier en expliquant sur quoi on va travailler pendant le prochain chantier, qu'est-ce qu'on va développer, où est-ce qu'on en est, euh, sur le fait que nos skippers, pendant ce temps-là, ils font de la préparation météo, ils apprennent à recoudre, à se recoudre eux-mêmes parce que quand ils vont partir seuls autour du monde, bah, s'ils se coupent ou s'ils ont besoin, ils doivent intervenir médicalement. Donc, ils font des stages médicaux. On a parlé des stages météo. Ils font de l'entraînement sportif. En fait, c'est des projets qui vivent toute l'année, mais qui ne sont visibles du grand public que à certaines périodes. Donc, nous, on essaye bah, voilà, de rendre accessible un peu cette face cachée de la vie d'une équipe de course au large, qui est pas si cachée d'ailleurs, hein, parce que l'ensemble des équipes aujourd'hui font ça, pour accompagner nos fans dans leur compréhension du projet dans sa globalité. Et d'expliquer aussi que, bah, en fait, toute une course comme le Vendée Globe, ça se prépare, ça se prépare longtemps en amont. Il y a énormément de sujets qui se préparent et ça fait autant de sujets à raconter pour les gens qui s'intéressent parce que les gens ont envie de comprendre comment Thomas ou comment Sam se sont préparés physiquement pour être prêts à passer 75 jours tout seuls à bord de leur bateau dans des mers hostiles dans le sud ou ailleurs. Voilà, et puis nous, on essaye aussi, et c'est un projet sur lequel on travaille, de raconter un peu les coulisses. Et donc, qui sont ces gens qui bah, sont des experts dans leur métier et permettent à nos deux marins de pouvoir affronter les mers du Sud, de pouvoir affronter ce tour du monde, le passage du Cap Horn, le passage de Bonne-Espérance. Et donc, il y a énormément de sujets à raconter. Après, l'enjeu, c'est d'arriver à pas forcément raconter le même que nos concurrents ou de le raconter à notre manière à nous, ce qui est possible aussi. Hein. On essaye de chacun d'apporter sa touche. Nous, on travaille beaucoup sur ce que je disais, ces notions de mutualisation. Bah, on va raconter comment Sam et Thomas débriefent leur course ensemble pour comprendre à quel moment ils ont performé, à quel moment ils ont moins performé, quel réglage ils avaient, comment ils sentaient le bateau. Euh, Tout ça, c'est des choses que vous pouvez raconter de manière assez facile pour effectivement pour fidéliser. Et puis après, il y a bah, les possibilités de rencontrer les marins au départ des courses ou à l'arrivée des courses. On a la chance aussi d'être dans un univers où les marins sont encore accessibles et j'espère le plus longtemps possible. Donc ça permet de créer un lien aussi. Thomas et Sam, vous pouvez les croiser à Lorient, faire leurs courses, vous pouvez aller les voir, vous pouvez faire une photo avec eux, vous pouvez échanger avec eux. Ils resteront accessibles et ça c'est vrai que en termes de fan expérience, c'est quand même le plus agréable.
pour la petite anecdote, on était à New York il y a quelques semaines pour le départ de la New York Vendée. Thomas était assis à une table dans un restaurant à Times Square et il y a un Français qui l'a reconnu, qui est venu discuter. Ils ont parlé un quart d'heure de la course, de ce qu'il allait vivre, de comment ça allait se passer. C'est des choses qui sont pas simples à faire avec beaucoup de sportifs et on a la chance que les nôtres soient et que les marins en général soient assez disponibles pour ce genre de choses. J'ai vu sur votre site internet donc, que, au niveau de vos réseaux sociaux, donc pour TRSI, il n'y a que LinkedIn qui est vraiment à son propre nom. Et après, donc pour Facebook, enfin, et après pour Facebook, Instagram, etc. Donc on va dire les réseaux sociaux plus publics, enfin grand public, ça va être justement juste les skippers qui vont avoir leur propre page. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette stratégie de contenu? Bah, l'idée, elle est aujourd'hui que ces deux marins, ce sont, pardon, ces deux marins euh, qui partagent leurs expériences, qui partagent leurs émotions, qui partagent leur préparation, qui partagent leur histoire. TR Racing, aujourd'hui, c'est le facilitateur de ces projets-là, mais nous, on a souhaité, pour le moment en tout cas, mettre en avant Thomas et Sam, qui sont connus du grand public, et c'est eux qui ont vocation à être connus. Les fans, aujourd'hui, ils suivent l'aventure de Thomas Ruyant et de Sam Goodchild sur le Vendée Globe. Ils suivent pas forcément l'aventure de TR Racing et TR Racing n'a pas forcément vocation à exister aux yeux du grand public en tout cas. Après, il y a plein de publics sur lesquels on peut avoir un intérêt à exister, mais pour le grand public, bah, c'est Thomas et Sam les ambassadeurs, les héros, et c'est eux qui sont au contact qui sont au contact des fans, c'est eux qui sont sur le bateau, en fait c'est leur histoire qu'on raconte et c'est leur histoire qu'ils partagent donc c'est pour ça que historiquement, le choix a été fait de les mettre en avant et de personnifier aussi le message qu'ils portaient. Voilà. Mais on ne s'interdit pas demain de lancer des comptes autour de TR Racing, justement aussi pour raconter bah, autre chose que ce que vont raconter nos marins et pour raconter peut-être la face moins visible des projets de course large, pour expliquer un peu bah, comment une PME lorientaise d'une trentaine de salariés bah, engage deux bateaux sur le Vendée Globe, qu'est-ce que ça implique en termes de management d'équipe, qu'est-ce que ça implique en termes de projet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut raconter. Bien sûr. Euh, il y a un gros challenge aussi que ce soit pour les clubs, pour les équipes, etc. C'est de pouvoir monétiser en fin de compte son public donc, via différents types d'activation. Comment vous avez des moyens justement pour les monétiser, vos fans? On n'a pas de monétisation directe, c'est ça la question, c'est clair. Aujourd'hui, on n'a pas cherché à mettre en place de solutions de monétisation. On ne vend pas des posts sponsorisés sur la page de Thomas, on ne vend pas des collaborations uniques avec Sam. On est plutôt dans une démarche où notre objectif, c'est de créer des communautés engagées auprès d'eux et derrière de s'appuyer sur ces communautés pour développer la notoriété de nos skippers et ben, permettre de développer d'autres projets parce que cette notoriété euh, va amener peut-être d'autres partenaires à s'intéresser à d'autres projets qu'on pourrait être amené à mettre en place. Donc on n'a pas une vocation à monétiser de manière directe parce que c'est pas un besoin d'advance non plus aujourd'hui, c'est important de le dire, c'est que euh, votre stratégie, elle dépend souvent aussi des attentes de votre partenaire. On est dans un milieu et dans un écosystème, la voile, où on dépend énormément de nos partenaires, puisqu'il n'y a pas on touche pas de billetterie sur les événements, on touche pas de droits télé sur les événements auxquels on participe. Les prize money sont assez faibles. Donc aujourd'hui, nous, on peut avoir le niveau de performance et d'engagement qu'on a grâce à notre partenaire Advance. Et il n'y a pas une vocation pour eux qui ne font pas de produits grand public de venir monétiser ou exploiter d'un point de vue business l'audience de Sam et de Thomas. Voilà, ça c'est le premier point. Euh, en plus, bah, ça reste des communautés qui sont peut-être pas peut-être d'ailleurs, qui sont inférieurs à certains autres sports, parce que on l'a expliqué tout à l'heure, la voile est un sport aussi assez complexe à comprendre.
Donc on a moins de grand public, hein. On n'a pas les 100 et quelques millions d'abonnés Instagram que peut avoir un Kylian Mbappé. On est loin de tout ça. Donc on a des gens qui sont très engagés, ça c'est certain. Mais en termes de volume, on n'a pas des audiences qui viendraient créer les conditions d'une monétisation intéressante. C'est ça aussi qui est important. Donc là, on a beaucoup parlé des différents réseaux sociaux que vous utilisez. Mais est-ce que vous avez aussi des activations, on va dire, dans la vie réelle, entre guillemets, pour faire justement connaître votre team, que ce soit à Lorient ou autre part? Bah, on travaille beaucoup, oui, on fait beaucoup d'activations sur les départs de course, on fait beaucoup d'événements aussi de relations publiques pour nos partenaires, pour les associations qu'on soutient, pour les partenaires d'impact qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des choses assez classiques, hein. Les journées de relations publiques, bah, ça permet de créer un lien et de renforcer un lien entre les invités, entre les skippers, entre les bateaux, entre le partenaire. On aura évidemment, à travers la campagne qu'on porte sur nos bateaux, de la visibilité sur le village du Vendée Globe et un espace dans lequel on pourra venir bah, créer du lien avec les communautés de Thomas et de Sam, le renforcer, les accueillir. Euh, voilà, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on organise de temps en temps des vacations avec les marins quand ils sont en mer. Ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel parce que pour le coup, on faisait la comparaison avec un pilote de Formule 1 tout à l'heure, mais il n'ira pas répondre aux questions de ses fans au milieu d'un Grand Prix. Bon, bah, il y a 10 jours, Thomas était en mer entre New York et les Sables d'Olonne. Il a pris 1 heure pour répondre aux questions de salariés d'Advance qui étaient fans, qui étaient passionnés et qui étaient curieux. Ça, c'est typiquement une activation qui est assez fabuleuse à mettre en place. On a prévu de le refaire pendant le Vendée Globe. Alors, après, il y aura des vacations publiques, il y aura des vacations privées. On fera probablement naviguer pas mal de gens en amont de la course aussi. Il y a une course à Lorient qui s'appelle le défi Azimut qui permet de faire naviguer pas mal d'invités. Bon, bah voilà, on va utiliser ces leviers-là. Euh, Toutes les activations qu'on met en place, en tout cas, on essaye d'avoir en tête que ça doit nous permettre de continuer à développer le lien qu'on a avec les fans du projet et de leur permettre de partager aussi cette expérience qui est assez folle de la préparation d'un Vendée Globe. Un aspect aussi non négligeable de la voile, c'est sa capacité qu'elle a à fédérer des entreprises, malgré le fait qu'il y a peu de visibilité qui leur sont offertes. Donc, comment vous expliqueriez cela? Bah, je parlais un petit peu tout à l'heure des valeurs sans utiliser trop ce mot qui peut être un peu galvaudé, mais c'est vrai il y a énormément de choses assez positives qui se dégagent des projets voiles sur lesquels on travaille. Je parlais tout à l'heure de l'innovation, toute cette quête d'innovation dans des environnements très changeants, parce que la mer et le vent sont des environnements qu'on ne contrôle pas. Ça peut intéresser des entreprises du secteur de la tech comme Advance, mais aussi d'autres secteurs. Il y a ces valeurs d'aventure. Il y a ce côté un peu mythique du seul autour du monde sur son bateau contre vents et marées. Ça peut intéresser des entreprises aussi, soit pour venir nourrir leur image de marque, soit pour venir nourrir leur ADN, soit pour engager des collaborateurs. Je reprends l'exemple d'Advance, mais il est intéressant. Ils évoluent dans un secteur qui est celui de la cybersécurité, où le turnover des équipes est très important. Je crois qu'on a une moyenne dans le secteur autour de 20% de turnover. Advance, depuis qu'ils ont leur projet voile, ils ont énormément diminué ce turnover parce que bah, ils créent des événements autour du projet avec leurs équipes, ils invitent leurs équipes à naviguer, ils leur font suivre le projet, et du coup, bah, il y a un engagement et une fidélité aussi qui se fait autour du projet. Euh, Il peut y avoir des entreprises aussi qui vont rechercher des plateformes d'invitation de leurs clients. Aujourd'hui, vous pouvez inviter des clients au Parc des Princes, à Roland-Garros ou au Grand Prix de Formule 1. Mais nous, on a cette particularité, c'est que aujourd'hui, nos partenaires, ils peuvent inviter leurs clients à bord du bateau à partager un moment avec Thomas Ruyant ou avec Sam Goodchild en navigant. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut beaucoup plaire aux entreprises et qui fait il y a des acteurs qui s'engagent à soutenir ce type de projet. Quelles sont les activations que vous offrez à vos différents partenaires? Bah, il y a ce que je disais, hein, la principale, ça va être vraiment de venir naviguer parce que c'est quelque chose qui est unique et exceptionnel.
vous ferez pas. Je leur disais tout à l'heure, mais j'aime bien cette comparaison. Vous ferez pas, ou alors vous avez beaucoup de chance, mais c'est peu probable. Un tour de piste sur la voiture de Max Verstappen sur le Grand Prix de Monaco. Bon, bah, nous, on a la possibilité de vous proposer de venir partager 1 heure de navigation avec Thomas Ruyant en baie de Lorient sur son bateau avec lequel il va faire le Vendée Globe et ça quelques semaines avant le départ du Vendée Globe. Donc, c'est une activation qu'on aime bien parce qu'elle permet de vivre un moment qui est assez unique. Et là, pour le coup, en termes de fan expérience, les gens qui naviguent sur le bateau, quand ils ressortent, ils sont, ils sont engagés et ils se rendent compte et ils vivent et ils partagent. Et derrière, je peux vous assurer qu'ils vibrent pour les, pour les marins. Après, on peut faire énormément de choses. Il y a énormément de possibilités. Vous pouvez aussi faire intervenir les marins auprès d'un public, que ce soit un public de collaborateurs ou un public externe ou lors de rendez-vous clients. Vous pouvez exploiter l'image du bateau dans différentes euh, démarches commerciales ou dans différentes démarches de communication. Euh, vous avez la possibilité de partager aussi ben, les moments qui sont extrêmement forts de départ et d'arrivée d'une course sur des zodiacs à côté. Il y a, en fait, c'est toujours une question qui est compliquée à répondre parce qu'il y a autant d'activations possibles qu'il y a de besoins d'entreprise. On a, nous, en tout cas, cette volonté de s'adapter très clairement aux attentes de nos partenaires et de faire le maximum pour répondre à leurs objectifs. Et répondre à leurs objectifs, ben, ça veut aussi dire euh, développer des activations ad hoc qui sont liées à une demande particulière. On organise tous les ans, avec le fonds de dotation d'Advance, une journée qui s'appelle Impact au grand large, dans laquelle ils invitent des acteurs de l'économie sociale et solidaire à venir réfléchir sur une problématique. Cette année, ça sera autour de la vulnérabilité. Et on leur propose à cette occasion de naviguer, de passer un peu de temps à bord des bateaux, d'échanger avec les marins, de se rencontrer entre eux, de partager. Bon, bah voilà, ça c'est une activation qui répond à une problématique, à une attente et à un besoin d'avance. Ok. Maintenant, on va parler de de vos nouveaux bateaux. Puisque, donc, comme vous l'avez déjà évoqué, donc, ils s'appellent tous les deux donc, Vulnérable. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le concept en lui-même de ce nom en réponse? Donc, la vulnérabilité, en fait, c'est la nouvelle raison d'être de l'entreprise Advance, donc notre partenaire. C'est leur objectif et leur volonté de travailler sur cette vulnérabilité, puisque on part du postulat qu'une fois que vous acceptez et que vous comprenez votre vulnérabilité, euh, bah, vous devenez une force, un soutien et un accompagnement pour les autres. Et prendre conscience de sa vulnérabilité, c'est extrêmement important pour être capable d'accompagner l'autre et de le faire grandir. Et Advance, dans son activité autour de la cybersécurité, est forcément confronté au quotidien à la vulnérabilité. Et pour la petite histoire, Advance, c'est une entreprise qui a une démarche un peu particulière puisque Alexandre Fayet, le président fondateur, a lancé un fonds de dotation dans lequel se traversait la moitié de la valorisation financière de l'entreprise. Et sa volonté, c'est bah, de travailler sur la vulnérabilité des hommes et de la planète. Voilà, donc d'accompagner des projets de la vulnérabilité pour les soutenir. Et nous, aujourd'hui, ben, on est les ambassadeurs de cette nouvelle campagne, de ce nouveau projet autour de la vulnérabilité, parce que ben, on travaille au quotidien, nous, pour essayer d'identifier les vulnérabilités que peuvent rencontrer nos marins en mer, et même si on ne peut pas les éviter, leur donner tous les moyens d'essayer de les résoudre. Voilà. Donc, la vulnérabilité, c'est quelque chose que nous, on porte aussi au fond de nous tous, et on a cet enjeu de l'identifier, de l'accepter, de l'assumer et de travailler dessus. Pour continuer un peu sur ce nom, sur ce mot. Donc après, jusqu'à présent, vous aviez utilisé le mot Lindout pour présenter vos bateaux. Et maintenant, bah, vous choisissez un mot qui est quand même, qui a quand même un impact qui est extrêmement fort sur sur le public.
qui a une connotation plutôt négative. Donc, du coup, comment vous appréhendez en fin de compte ce choc avec le public? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on veut faire de ce nom qui a une connotation négative quelque chose de très positif. Mm. Et finalement, bah, on a deux bateaux aujourd'hui qui vont nous permettre de porter le message, qui vont nous permettre de faire parler aussi, parce que c'est le but, qui vont nous permettre d'interpeller, qui vont nous permettre aussi voilà, de faire réfléchir sur ce sujet de la vulnérabilité et de faire prendre conscience aux gens que cette association négative à la vulnérabilité, elle correspond pas à la réalité et elle correspond pas à ce que ça peut apporter à tout le monde. D'accord. Comment vous voyez le futur de la fan expérience et du fan engagement proposé par les skips de voile? Euh, le futur de la fan expérience. Bah, on a un sport où en fait, quand même, la majorité du temps, quand les marins sont en course, ils sont loin. Ils sont très loin. Maintenant, avec les progrès de la technologie, l'accès à Internet, il se fait à peu près de partout. Donc globalement, auparavant, quand sur un tour du monde, vous pouviez faire une vidéo toutes les 3 semaines, quand vous captiez du réseau, euh, aujourd'hui, les marins, ils peuvent communiquer et ils peuvent nous partager leur vie de manière quasi instantanée. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose parce que on a besoin aussi de garder un peu cette part d'aventure, cette part de mystère et cette part bah voilà, d'inconnu qui est chouette. Mais ce qui est certain, c'est que on va pouvoir bah, améliorer le suivi des courses. On peut continuer à être encore plus dans le partage, que ça soit le partage de ce que les marins vivent en mer, des bateaux, de toutes les infos. On a la possibilité de partager les vitesses en temps réel, de partager le câble, de partager. Donc, en fait, il y a plein de niveaux de fan experience qui vont se mettre en place et qui se mettent en place, mais qui pourront se développer. Les ultra fans et les core fans, ils vont pouvoir avoir accès à un peu plus d'informations, probablement. Et puis, il y a le développement qui va pas aller en s'arrêtant de la gamification autour des jeux comme Virtual Regatta. Ça, c'est une piste qui est plutôt intéressante. Euh, Même si c'est déjà très bien installé, mais ça continue à se développer et c'est toujours intéressant. Euh, et ensuite, bah, ça va dépendre un petit peu aussi des courses, ça va dépendre des programmes et de ce que les marins ont envie de faire, parce que c'est eux qui sont quand même aux manettes et aux commandes des choses, et c'est eux qui décident ce qu'ils souhaitent nous partager ou pas. Donc, prédire le futur de l'engagement des fans dans la voile, c'est compliqué. Maintenant, ça passe probablement par plus d'images. Si on fait un parallèle avec une autre discipline dans la voile qui est le CLGP, ils ont aujourd'hui énormément progressé dans ce que je disais tout à l'heure, la diffusion enrichie. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de diffuser les régates, mais ils partagent des images embarquées, ils partagent des vitesses, ils partagent des stratégies, ils discutent quasiment en direct avec les équipes. Donc tout ce qui tend à inclure le fan de voile au milieu de la course et à lui permettre de rendre de plus en plus immersif son expérience sont probablement des clés pour la suite. Bien sûr. Je fais une dernière question aussi. Donc vous avez parlé justement de Virtual Regatta, donc comme outil de Hmm. gamification. Est-ce que vous pouvez présenter l'outil à l'audience? Et ben Virtual Regatta, en fait, c'est une simulation de course sur votre ordinateur. Alors, ça existe depuis, je pense, bien, à mon avis, maintenant 15 ans. Et en fait, vous pouvez, à la manière de Thomas Ruyant, de Sam Goodchild ou des autres, faire le tour du monde en solitaire sur votre bateau et choisir la voile que vous voulez mettre en fonction des conditions météo, anticiper votre trajectoire, définir votre stratégie. Vous avez énormément d'options en fait pour vivre la course. Vous avez la même météo que les marins et vous devez faire le même parcours, sauf que vous êtes derrière votre ordinateur. Aujourd'hui, il y a des équipes professionnelles qui se sont structurées. Nous, on est en partenariat avec l'équipe BHT et c'est des gens qui vivent les courses de manière très intense
mais pas de la même manière que certains fans peuvent la vivre, ou pas de la même manière que le grand public, puisque ils participent d'une certaine manière à ces courses-là. Super. Et donc, on va finir. Donc, la dernière question, c'est quoi le programme pour ce Vendée Globe 2024 au niveau fan expérience? Alors, on travaille sur beaucoup de choses. Objectivement, c'est un peu tôt pour révéler beaucoup de choses, mais on va essayer de faire partager au maximum l'avant, le pendant et l'après. Je crois que c'est ça la clé aussi, c'est de pouvoir montrer et de pouvoir partager tout ce qu'il y a, et pas uniquement la course que vont faire Sam et Thomas, mais ce que je disais, l'avant et l'après. Et puis on verra sous quelle forme, on verra. On est en train de travailler dessus. On rentre à peine de la course New York-Vendée qui s'est terminée il y a 48 heures pour Thomas Ruyant. Il faut aussi qu'on fasse le travail qu'on fait tout le temps, à savoir analyser le contenu qui a plu, le contenu qui a moins plu, et puis réfléchir au contenu des prochaines courses. Mais on essayera en tout cas de rendre ce Vendée Globe, de partager encore plus ce Vendée Globe avec nos fans. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à me suivre sur mon compte LinkedIn Nathalie Vidal pour suivre l'actualité du podcast et mes posts. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bonne journée!